Bienvenue à une autre capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et cette semaine nous vous parlons d'animaux fantômes. Comme vous le savez peut-être, Montréal Hanté offre des promenades thématiques, des enquêtes sur le paranormal et une tournée des bars. Pour en savoir plus, suivez les liens dans la description. Et maintenant, parlons animaux fantômes. Comme ville, Montréal est réputée être très hantée. La plus hantée du Canada, sinon de l'Amérique du Nord. Il y a plus d'une centaine d'histoires de gens morts, souvent tragiquement, qui sont revenus en fantôme hanter la ville. Toutefois, un fait peu connu est que Montréal abriterait au moins deux animaux invisibles, un chien et un chat. Au début des années 70, la famille Gray fit l'expérience d'un chat invisible chez eux à Montréal. Le fait qu'ils sentaient et entendaient le félin sans jamais le voir est remarquable. Par ailleurs, un jeune garçon de la banlieue de Roxborough adopta ce que ses parents pensaient être un ami imaginaire nommé Duke. Le garçon se fâchait quand ses parents s'assoyaient sur le divan quand Duke y était. Au début, ses parents le taquinèrent, mais ils eurent le choc de leur vie quand une voisine les informa qu'une ancienne propriétaire avait eu un chien du même nom avant de mourir avec lui dans un incendie. Il semblerait que les animaux fantômes fassent partie du folklore de la ville de Montréal. Une seule question demeure sans réponse, pourquoi? Selon Darren Zenko, raconteur de paranormal et auteur du livre Ghost Stories of Pets and Animals, les animaux peuvent certainement revenir en tant que fantômes. En effet, certains animaux, surtout des animaux domestiques, démontrent leur loyauté jusque dans l'au-delà. Tandis que d'autres, comme le chien noir de la Grande-Bretagne, reviennent effrayer les vivants. À Montréal, ces bêtes sont nettement plus modérées. La première histoire vient de Sheila Harvey, dans son classique de 1973, Some Canadian Ghosts. Dans le chapitre intitulé « Le chat invisible », elle raconte l'étrange histoire de la famille Gray, Brian et Louise, ainsi que leurs 4 enfants, qui ont fait l'expérience d'un chat invisible chez eux à Montréal. L'auteur explique que la famille avait un curieux problème. Bien qu'ils ne possédaient pas de chat, il y avait réellement un tel animal dans leur maison avec eux, bien que personne ne pouvait le voir. La première visite de l'esprit félin eut lieu tard un après-midi dans la chambre principale située à l'étage. Louise Gray avait eu une dure journée et, étendue sur son lit, elle se reposait tranquillement avant de préparer le dîner. Soudain, elle sentit un faible plop, la sorte que font les chats quand ils sautent sur un lit. La porte de la chambre était fermée. Il n'y avait donc aucune façon d'y entrer. Madame Gray, toujours couchée sur le côté, pense du coup que peut-être ses enfants lui jouaient un tour. Ils avaient peut-être laissé entrer un chat errant dans la chambre pendant son court sommeil. Le chat traversa lentement le lit vers la fenêtre, mais Madame Gray n'arrivait toujours pas à se retourner pour voir ce qui en était et observer son progrès. Elle n'avait aucune explication pour ce manque de mouvement, sinon qu'elle sentait que quelque chose était louche. Puis elle sentit le lit glisser un peu, comme si le chat avait sauté jusqu'au bord de la fenêtre. Elle se retourne et regarde, mais il n'y a aucun chat à la fenêtre. Il n'aurait pas pu sortir, car même si la fenêtre était ouverte, le moustiquaire tenait solidement en place. D'ailleurs, même un chat hésiterait à sauter par la fenêtre d'un 2e étage sur un patio en béton plus bas. Suivant cette première rencontre, le mystérieux chat invisible commença à revenir souvent. Sheila Harvey croit que les esprits chats ne diffèrent pas trop des chats ordinaires. Ils trouvent un lieu où maintenir un niveau élevé d'indépendance et puis ils s'installent pour faire leur demeure. Un des enfants, Tom, était parti à l'université lorsque le chat emménagea dans la maison. Sa mère lui avait écrit une lettre expliquant la situation et il avait répondu sceptique. Quand il retourna chez lui en visite, sa jeune fratrie excitée confirma l'histoire bizarre. Mais Tom n'en croyait pas un mot, se méfiant de toute chose paranormale. Il était déterminé à réfuter l'hypothèse de sa famille qu'un chat invisible rôdait dans la maison.
Tôt un matin d'été, le jeune étudiant eut l'occasion de mettre son hypothèse à l'épreuve lorsque le chat insaisissable lui paya une visite. Couché sur le lit, Tom sent l'animal tomber droit dans le creux de son dos. Tom Fellmore se prépara à sauter soudainement pour attraper l'animal. Le temps passe, le chat touche les cheveux du garçon, marche jusqu'à la tête du lit et traverse l'oreiller pour enfin se coucher à côté de l'oreille gauche de Tom. Il se met même à ronronner. Mais quand le jeune lève la tête, il n'y a rien à voir. Il pouvait tout de même entendre le ronronnement près de l'oreiller qui était écrasé comme si quelque chose y était assis. Suivant cet incident étrange, Tom accepta qu'il y eût vraiment un chat invisible vivant dans la maison. Le félin devint éventuellement un membre accepté de la famille Gray, qui était suffisamment contente qu'il ne fût pas un troublard et ne leur coûta rien en nourriture. En effet, leur chat invisible arrivait même à leur manquer lorsqu'il ne se pointait pas pour quelques jours. Après que l'auteur eut demandé à la maîtresse de ce chat original si elle croyait aux fantômes, elle s'attendait à une réponse affirmative. Toutefois, Madame Gray, pensive, répondit que non, pas vraiment, expliquant que parfois, quand on pense à quelqu'un qui nous a été cher, il y a un sentiment d'intimité qui est une expérience spirituelle en soi. Mais son contact personnel avec ce genre de choses a été en connexion avec ce chat et ils n'ont jamais été capables de comprendre comment l'expliquer concrètement. Il n'existe aucune explication de pourquoi ce chat a décidé d'emménager dans la maison des Gray, ni pourquoi il est devenu un fantôme en premier lieu. De plus, comme l'histoire fut écrite en 1973, les chances sont que les Gray ne vivent plus à la même adresse. Le même chat invisible pourrait-il hanter une autre famille aujourd'hui? L'autre histoire, celle du chien invisible, offre plus d'hypothèses sur les causes d'un tel phénomène. On la trouve publiée dans le livre de Joel Sutherland, Haunted Canada 6, au chapitre intitulé « Un ami imaginaire ». Sutherland parcourut le pays à la recherche d'histoires d'effroi et en découvrit une dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Un couple de jeunes mariés, Kylie et Pete, venaient d'emménager dans leur première maison sur la rue Georges-Vanier à Roxborough, une banlieue du nord de Montréal. Leur maison au bout d'une rangée était sale et laide. Néanmoins, leur nouvelle vie de mariés les excitait et ils figuraient y rester un peu de temps avant d'aménager dans une plus belle maison. Pour quelques raisons, la femme de Pete croyait qu'il y avait un problème dans la maison, mais elle ne pouvait pas y mettre le doigt. Les amis en visite sentaient souvent de mauvaises vibrations à l'intérieur et la meilleure amie de Kylie lui dit qu'elle était certaine qu'il y avait une sorte de présence dans la maison. Malgré ces malaises, Kylie et Pete accueillèrent bientôt leur premier enfant, Gareth, un garçon sociable qui riait beaucoup et qui apprit vite à ramper. Il lui fallut peu de temps pour apprendre à marcher et à parler. Tout semblait progresser normalement, jusqu'à ce qu'à 18 mois, il commença à parler d'un ami qu'il nommait Duke. Tout a commencé le jour où Kylie le vit assis sur une marge au pied de l'escalier, les yeux vers le haut. Il parlait à quelqu'un ou à quelque chose. Elle jeta un coup d'œil là où il fixait le sien, mais n'y vit personne. Quand il lui demanda à qui il parlait, il répliqua « à mon ami Duke ». Gareth continua à parler à Duke et Kylie et Pete trouvaient ça mignon au début, se disant qu'ils s'étaient créé un ami imaginaire. Mais si l'un des parents allait s'asseoir sur le divan, Gareth se fâchait parfois et commençait à gesticuler des bras frénétiquement, criant de ne pas s'asseoir sur Duke. Le garçon passa de plus en plus de temps avec lui au fil des jours. Il disait souvent « Viens Duke » et se faisait suivre par son ami imaginaire à travers les différents endroits de la maison. Kylie se mit à réfléchir sur où Gareth aurait pu entendre ce nom, mais elle n'avait pas souvenir de l'avoir entendu dans un film ou une émission de télé qu'ils auraient vu ensemble ou d'une connaissance ayant ce nom. Un jour, Kylie visitait une voisine sur la rue Georges-Vanier quand ce qu'elle en apprit lui donna froid dans le dos. Dès qu'elle eut mentionné le nom de l'ami de Gareth, les yeux de la voisine s'écarquillèrent, incrédules. La voisine, pâle, prit quelques instants avant de parler d'une voix un peu tremblante. «
Avant leur arrivée, une vieille dame vivait dans leur maison. Il y a eu un incendie, la dame et son chien y périrent. Le nom du chien était Duke. Tout s'éclaircit d'un coup dans la tête de Kylie, quoique de manière plutôt inquiétante. La façon dont Garrett interagissait avec Duke était la même qu'une personne avec un chien et non avec un humain. Garrett allait continuer à jouer et parler à son chien fantôme, que seul lui pouvait voir apparemment, jusqu'à ce que la famille eût enfin trouvé un meilleur gîte. À ce moment-là, Garrett avait 3 ans. Dans la nouvelle maison, il arrêta de parler et de jouer avec un chien fantôme, laissant Kylie croire que ce dernier était resté dans la vieille maison sur la rue Georges-Vanier. Aujourd'hui, Garrett est adulte et il n'a aucun souvenir de son ami imaginaire. Sa mère, toutefois, se souvient vivement des moments bizarres, comme si c'était hier. Montréal est très hanté, alors ça ne devrait surprendre personne que même les animaux domestiques reviennent en fantôme. On ne sait pas pourquoi le chat s'établit dans cette maison, mais le chien semble être resté là où il avait péri dans l'incendie. Peut-être que d'autres animaux fantômes rôdent à Montréal, alors si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous le laisser savoir dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quels fantômes ou animaux rôdent à Montréal.